Merci à tous d'être ici ce soir. On se retrouve, comme vous le savez certainement, dans le cadre du mois décolonial. Du coup, c'est un événement, c'est une série d'événements du coup, qui se déroule sur le mois de mars, qui est co-organisée par 21 structures. Vous pouvez retrouver toutes les informations et le programme sur le site moisdécolonial.fr. Pour vous présenter un peu le contexte de la soirée, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'antispécisme, le véganisme, sont-ils des trucs de blanc, entre guillemets? Tout en cherchant à comprendre les raisons de cette association, malheureusement récurrente, cette conférence vise à introduire le public à la perspective du black veganism, véganisme noir. Un courant apparu aux États-Unis qui fait d'ores et déjà des liens entre antispécisme et décolonialité, ainsi qu'aux personnes qui en France commencent à développer une perspective similaire. De la critique de l'animalisation des Noirs et des animaux, à l'analyse du caractère simultanément spéciste et raciste de la malbouffe, en passant par les affres de la comparaison des suprématies blanches et humaines, ces pensées se sont attachées à identifier les obstacles qui empêchent le rapprochement des mouvements antiracistes et antispécistes. Donc maintenant, on va présenter nos invités de ce soir. Donc en premier lieu, Tristan Lefort-Martin, à mes côtés, doctorant en philosophie à l'université Paris 1, militant écologiste et animaliste. Il s'intéresse aux éthiques non anthropocentrées, à leur traduction juridique, droit de la nature, droit des animaux. Oui. Alors, je vous présente Charlotte. Je suis désolée, j'ai oublié ton nom de famille. Charlotte Polifonte, du coup, qui est une militante afro-végane et aussi créatrice de contenu food via un blog et un compte Instagram qui s'appelle Mangeuse d'herbe avec des super recettes. Et on a également Malcolm Ferdinand qui du coup est chargé de recherche au CNRS au laboratoire IRISO de l'Université Paris-Dauphine. Il travaille sur les enjeux écologiques du monde à l'aune de l'histoire coloniale et esclavagiste de la modernité et plus particulièrement sur les conséquences sanitaires, environnementales, sociopolitiques et philosophiques de l'usage des pesticides comme le chlordécone dans l'agriculture aux Antilles et dans le monde. Pour le déroulement de la soirée, donc l'idée c'est que les trois intervenants aient environ 15 bonnes minutes de présentation où celles-ci vont chercher à se répondre et puis après on ouvrira le questionnement à la salle. Est-ce que ça serait possible avant du coup de commencer les discussions que chacun vous situiez par rapport du coup au thème qui est du coup l'antispécisme décolonial, s'il vous plaît. Ça marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, le sujet de l'antispécisme, ça renvoie à une question très simple et très générale, à savoir, c'est l'idée générale selon laquelle les animaux non humains constituent un groupe opprimé, et la relation que collectivement les humains nous avons avec les animaux est profondément injuste. Par rapport à ça, on a besoin d'un terme pour nommer toutes les formes de cette injustice et toutes ses causes. Et là, on a un terme, moi, le terme de spécisme me convient pour désigner tout cet ensemble, qui est un terme qui a été formé donc, en imitant les termes de sexisme ou de racisme. Et donc, pris en ce sens-là, très large, très général, moi, il me semble qu'effectivement, on devrait toutes et tous être antispécistes. Et la question de la décolonialité... le mois entier y est consacré. J'imagine que si vous êtes là, vous avez chacun votre opinion sur la question et j'y adhère bien évidemment. Alors bonjour. Moi ma position par rapport à l'antispécisme, je me considère antispéciste, je suis végane. Je crée des recettes qui permettent aussi de végétaliser les recettes traditionnelles antillaises notamment, et aussi de la diaspora africaine, afrodescendante on peut dire. Pour moi, l'antispécisme, c'est vraiment un tournant pour sortir du végétalisme, pour attaquer vraiment en profondeur notre conception des animaux, notre perception aussi du vivant. Je trouve que c'est très intéressant de parler d'antispécisme décolonial, notamment parce que ce discours n'est pas forcément audible pour tout le monde. C'est pourquoi je pense qu'il faut créer de nouveaux discours qui sont adaptés à des concernés et pour rendre tout ça plus comestible.
Alors, bonsoir. La question, c'était aussi de situer ses propres pratiques, j'imagine, c'est ça? Donc moi, autant, je veux dire que philosophiquement, je rejoins l'antispécisme. Dans la pratique, je veux dire que j'y tends. Je suis végétarien, mais je ne suis pas vegan. Et peut-être on verra ça tout à l'heure, mais moi je pense qu'on a opposé en fait des luttes qui auraient tout à gagner en fait à s'allier, la lutte décoloniale, antiraciste et antispéciste. Voilà. Donc, Alors ma contribution consistera à porter à votre connaissance le mouvement de pensée qui s'appelle le Black Veganism, qui s'est développé aux États-Unis, à peu près en même temps que d'autres variétés du mouvement animaliste à partir des années 60, 70, 80, et qui a la particularité d'être, lui, très situé par rapport à l'histoire coloniale et l'histoire postcoloniale des États-Unis. C'est un mouvement dont les représentantes sont surtout des femmes. Je pense que c'est pas un hasard complet. Je vais présenter l'histoire donc de ce mouvement à travers le travail de 4 autrices. Marjorie Spiegel, je redirai leur nom, hein, Marjorie Spiegel, Breeze Harper et les sœurs Sil et Afko, les sœurs Co, qui elles écrivent ensemble. Et chaque fois, je prendrai pour fil directeur la question qui a été très controversée, très tendue même, de la comparaison entre l'esclavage humain, en l'occurrence des personnes noires, et l'exploitation animale. Pour ça, je vais commencer par la première de ces autrices, qui s'appelle Marjorie Spiegel, qui a écrit en 1988 un livre intitulé The Dreaded Comparison, littéralement en français la redoutable comparaison, où Spiegel cherchait à interpeller un lectorat déjà favorable à l'abolition de l'esclavage, à l'interpeller au sujet de la cause animale, en faisant une comparaison systématique entre l'esclavage et l'exploitation animale, que ce soit dans le cas de l'appropriation des corps, l'usage des fers, le recours à la chasse ou le contrôle sur la sexualité reproductive. En préparant cet exposé, j'ai cherché à en savoir un peu plus sur qui était Marjorie Spiegel et on trouve très très peu d'informations sur sa personne sur Internet. J'en ai trouvé aucune, pas même une biographie, une photo. Donc c'est un peu délicat sur un sujet comme celui-ci où la question de savoir qui parle, à partir d'où, est très importante. Dans un article universitaire écrit par une littéraire, elle était identifiée comme blanche. Cependant, donc, ce livre dont je vous parlais, The Dreaded Comparison de Marjorie Spiegel, même s'il est globalement écrit par elle, il a aussi, d'une certaine manière, le caractère d'un livre collectif. Tout d'abord parce qu'il a été préfacé par une autre femme qui s'appelle Alice Walker, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'elle, pour le coup, c'est une représentante extrêmement bien reconnue, en tout cas aux États-Unis, mais même mondialement, du mouvement féministe et du mouvement noir américain. Et Alice Walker elle-même avait 2 ans plus tôt, en 1866, donc, pardon, 86, écrit un essai littéraire qui s'appelle Am I Blue? Suis-je blue? Où elle réfléchissait sur son expérience de confrontation avec un cheval parqué sur plusieurs pages, hein, et dans lequel des échos, des résonances avec l'histoire esclavagiste des États-Unis apparaissaient déjà. Et donc cette autrice noire et reconnue en tant qu'antiraciste vient appuyer le propos de Marjorie Spiegel et le reprendre à son compte. Et puis, par ailleurs, donc ça c'est au début du livre, mais en postface du livre, vous avez aussi un chapitre entier qui s'intitule « Ce que les autres ont dit » et qui est en fait un recueil de citations dans lequel Marjorie Spiegel compile des citations de différentes personnes très reconnues dans le milieu abolitionniste anti-esclavagiste,
qui ont également pris des positions en faveur des droits des animaux. Il y a par exemple une citation de Frédéric Douglass, qui est un esclave qui s'est échappé avant de devenir un orateur noir extrêmement connu et d'écrire sa propre autobiographie, qui écrit « On ne saurait nier que l'esclavage a directement et positivement encouragé la brutalité et la dureté dans le traitement des animaux ». Ou encore Harriet Beecher Stowe, qui est l'autrice d'un best-seller abolitionniste, La cabane de l'oncle Tom, dont Marjorie Spiegel cite un extrait de correspondance privée où l'autrice s'indigne devant la situation qui est faite aux oiseaux en cage en Floride, et qu'elle compare spontanément ces cages à des bateaux négriers. Donc, pourquoi est-ce que Marjorie Spiegel dit que cette comparaison entre l'esclavage et l'exploitation animale est redoutable ou redoutée? À mon avis, il y a une notion qui est vraiment incontournable pour comprendre ça, et sur laquelle on ne peut pas jamais assez insister, qui est la notion d'animalisation. C'est-à-dire, les personnes noires aux États-Unis ont été animalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été classées dans la catégorie, dans les représentations de l'animal, régulièrement comparées à des animaux, à l'époque de l'esclavage et de manière suivie jusqu'à aujourd'hui dans la société raciste. Et du coup, de cette expérience de l'animalisation de la part des personnes noires, il peut découler deux attitudes en partie contradictoires. D'une part, il peut en découler le refus catégorique de toute forme de rapprochement entre les Noirs et les animaux, sous la forme du slogan « Nous ne sommes pas des animaux », mais aussi, dans d'autres occasions, il peut en découler un sentiment de solidarité. C'est-à-dire que quand on a une expérience plus intime de ce que ça peut signifier d'être traité comme un animal, ça peut faire penser que personne en fait ne devrait être traité comme ça. Ni un humain, ni les autres animaux. Ce rapport à l'animalisation, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également dans le cas d'autres groupes opprimés, comme les femmes ou les personnes juives, qui sont tous les deux surreprésentés sociologiquement dans les milieux animalistes. Voilà, donc pourquoi est-ce que la comparaison est redoutable? D'une part, parce que l'animalisation est toujours là, avec son racisme et son spécisme sous-jacent, et que par conséquent, c'est toujours risqué. On peut toujours se demander comment va être interprété un tel rapprochement. Mais également, d'une manière sans doute encore plus inconfortable, parce que elle place, y compris la lectrice ou le lecteur noir, dans la situation du maître. Mais je crois que tu voulais dire un mot développé sur la notion d'animalisation. Alors, ouais, c'est intéressant. Je voulais dire un truc pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, c'était notamment sur la question d'animalisation et d'antispécisme. Aujourd'hui, on peut voir dans les milieux véganes ou abolitionnistes ou animalistes, voilà, pas mal de comparaisons. Ça a donné lieu à pas mal de polémiques entre l'animalité, les camps de la mort aussi, ça existait aussi. Voilà, très souvent une foule de comparaisons pour ces sujets. Et je pense que c'est intéressant quand même de préciser que le souci n'est pas en soi de comparer, mais qui compare. Notamment parce que ces groupes qui sont très souvent essentiellement blancs pour la plupart se servent des souffrances pour illustrer une autre, mais en soi ne se conscientisent pas sur leur colonialité, ne s'interrogent pas sur leur blanchité. Du coup,
c'est intéressant quand même je pense, de replacer, de savoir qui parle, parce qu'en soi, je pense que c'est extrêmement intéressant, pas de comparer, mais oui, de faire des analogies sur ces mécaniques de pouvoir, sur ces mécaniques, sur ces systèmes qui posent des oppressions et des modèles extrêmement similaires. Donc, pour vous donner un peu un exemple, moi, personnellement, quand je suis passée végane, mon déclic a été, notamment lorsque j'ai pris conscience de l'horreur des industries laitières. Cette manière d'arracher son veau, de réinséminer une vache jusqu'au bout pendant 5 ans jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Je n'ai pas honte de dire que ça m'a rappelé l'esclavage. En tant que descendante d'esclavagisés, j'ai pensé à notamment l'histoire de Solitude. Je ne sais pas si vous connaissez Solitude, qui est donc une rebelle, si on peut dire, une véritable abolitionniste, une chercheuse de liberté, qui, enceinte, s'est battue pour ses droits, en Guadeloupe notamment. Lorsqu'ils ils faisaient pas mal d'attaques, coups de poing contre les armées napoléoniennes. Et un jour, ils ont été amenés à faire un peu une attaque suicide et donc à faire exploser un fort et à se faire exploser eux-mêmes. Il faut savoir que cette femme enceinte et combattante a survécu. Qu'est-ce qu'ont fait les colons criminels ? Eh bien, ils ont gardé cette femme en vie et ils ont attendu qu'elle mette à bas, j'utilise vraiment ce terme intentionnellement, pour ne pas perdre en productivité, pour ne pas perdre en ressources, c'est-à-dire juste après avoir accouché, on l'a pendue immédiatement. Et j'ai trouvé que ce côté vraiment corps-objet, ça m'a fait tilt totalement. Donc pour moi, c'est vraiment important, entre guillemets, d'avoir un antispécisme qui va questionner des questions de colonialité, parce qu'au contraire, les personnes noires, les personnes racisées, qui ont une histoire extrêmement en lien avec le système dans lequel on vit, en lien avec le système que vivent les animaux, notamment par rapport à la question de race. Il faut savoir que la race, même si bien sûr ce n'est pas les discriminations ou alors les préjugés, ce n'est pas une idée nouvelle. Mais par contre, la question de race, c'est une construction occidentale, dans le sens où lorsque on a pensé la race, on l'a pensé comme un spectre, comme un système aussi pyramidal, avec un début et une fin. Et le début, ce n'est pas les personnes noires, ce sont les animaux. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur le néant, qu'est-ce qui ne vaut absolument rien, et ensuite on va créer des critères complètement arbitraires, notamment la couleur de la peau, la ressemblance fortuite avec des animaux type les singes, et on va ainsi créer, notamment avec aussi à l'intérieur de ce même groupe, un colorisme pour diviser, pour grader, pour hiérarchiser les vies, et bien sûr créer ce modèle qui va mener jusqu'au spectre blanc, qui à l'intérieur aussi va être encore divisé. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à travers cette notion d'animalité, de véritable animal, on va avoir, quand on va définir l'animal, on va aussi définir l'humain. Et qu'est-ce que c'est surtout le véritable humain ? Voilà, parce que quand on va définir les biens meubles, tout ça, on va se baser vraiment sur ce spectre et sur ces critères montés de toutes pièces. Donc voilà, c'est vraiment cette organisation. Donc c'est pour ça que pour moi, l'antispécisme ne peut pas se penser en dehors de la race, puisqu'elle est étroitement liée. Elle est étroitement liée à tout ça. C'est-à-dire que vraiment, cette base, ce socle, il a permis de monter cette oppression. Et vraiment, à cette période-là, on va avoir des travaux qui vont justifier l'oppression de telle espèce, de pas d'autres. C'est vraiment une période charnière qui va construire le monde et le modèle de pensée dans lequel on vit aujourd'hui. À mon tour, moi cette fois,
du coup, en tant que personne blanche, dans une autre chose qui a particulièrement attiré mon attention dans le discours de Spiegel, c'était qu'elle cherchait à comprendre la source de l'animalisation dans la mentalité des oppresseurs. Et je trouve que cette analyse est intéressante à des fins d'autocritique pour les personnes blanches, entre autres, notamment, disons. C'est que Spiegel suggère que l'animalisation qu'on impose aux autres, en fait, provient d'abord d'un certain rapport qu'on a à soi-même. Elle remarque que dans le discours des colons blancs, il y a quelque chose qui revient d'une manière récurrente, c'est l'opposition d'une part entre la civilisation et la sauvagerie, la barbarie, l'animalité, et puis avec cette opposition, la peur que cette sauvagerie, cette animalité ressurgisse et détruise la civilisation à l'instant même où le colon retiendrait son contrôle et la domination qu'il exerce sur lui. Et je vais vous lire un passage de Spiegel où vous allez voir ce qu'elle en tire. Je la cite. Ouais. Ces peurs irrationnelles, celles du renversement par la sauvagerie, proviennent, pourrait-on dire, d'une peur de ce qu'on appelle parfois, dans des termes eux-mêmes racialement chargés, la noirceur intérieure. Les gens qui ont peur de certains éléments en eux-mêmes, tels que l'émotion forte, les sentiments sexuels, la faiblesse ou des pulsions violentes, refoulent jusqu'à leur propre connaissance de ces parties d'eux-mêmes. En réalité, par conséquent, ce que j'ai appelé des peurs irrationnelles sont en fait une peur de la part dite irrationnelle de soi-même. Ces éléments sont reniés, mais en même temps, on veut ou l'on a besoin de les connaître. Et par suite, on les projette sur quelqu'un ou sur quelque chose d'autre. Les femmes, les personnes noires, les juifs, les animaux, ou même la nature elle-même. Dès lors que ces choses en viennent à représenter quelque chose dont ces gens ont peur, ou qu'ils ne peuvent pas comprendre, ou qu'ils veulent renier en eux-mêmes, la torture, ou jusqu'à l'éradication du symbole, est amorcée. Voilà, donc il y a d'abord un rapport à soi par rapport à l'irrationnel, puis c'est ça qu'on va projeter pour ensuite violenter les autres. À la suite du travail de Spiegel, qui était resté quand même relativement avec une audience restreinte, il s'est passé en 2005 que la plus grosse association des États-Unis animaliste, qui s'appelle PETA, People for Ethical Treatment of Animals, des gens pour le traitement éthique des animaux, ont financé une campagne de publicité massive qui s'inspirait du travail de Spiegel et qui affichait des images choquantes de mise en parallèle de l'esclavage et de l'exploitation des animaux. Et ça a fait un énorme scandale à ce moment-là aux États-Unis, avec les réactions de certaines personnalités du mouvement antiraciste, notamment, enfin, entre autres, par exemple, un président d'une association de New Haven qui s'appelle Scott S. Dale, et qui a répondu vous vous êtes servi de nous, cela fait trop longtemps que vous vous servez de nous. Exactement ce que tu disais. Et donc là, vous voyez, le vous désigne le mouvement PETA, mais comme en tant qu'association blanche et héritière de la colonialité. C'est ce livre-là qui suscite le travail de la deuxième autrice dont je voulais vous parler, qui s'appelle Breeze Harper, et qui a publié une anthologie de textes qui s'appelle Sista Vegan, qui, elle, se situe de manière assez compréhensive vis-à-vis des objectifs de la campagne de PETA, mais en même temps, qui ne peut pas rejeter complètement l'accusation selon laquelle PETA et l'antispécisme d'une manière générale ont quelque chose d'un peu blanc. Et qui va se mettre à poser des questions, donc en se demandant si cette blanchité
du mouvement antispéciste ou vegan sont seulement des perceptions, en posant des nouvelles questions. Du style, les plats véganes qui sont ordinairement mis à l'affiche appartiennent-ils tous à une certaine tradition culinaire européenne, ou est-ce qu'on met aussi en avant parfois des plats d'origine africaine? Est-ce que le véganisme est régulièrement associé à l'image de la jeune fille blanche et mince? Pourquoi est-ce que les magasins et les restaurants véganes sont systématiquement moins accessibles dans les quartiers pauvres qui sont pour elles aux États-Unis aussi en même temps les quartiers noirs? Et plus généralement, comment est-ce que s'est constitué petit à petit aux États-Unis en l'occurrence une culture culinaire noire dans ces mêmes quartiers qui repose essentiellement sur des produits animaux, mais pas n'importe lesquels, sur les pires produits, les pires sous-produits de l'industrie animale, et qui en viennent à devenir effectivement culturellement noirs. Ce qui, moi, m'a marqué quand j'ai lu cette anthologie, c'était l'omniprésence des questions de santé. Pour vous dire, le livre est préfacé par quelqu'un qui dit « Moi, je ne suis pas vegan, mais je suis médecin ». C'est incroyable, le livre s'appelle « Sista Vegan ». Et ça renvoie aux données de la santé publique états-unienne, puisque un noir américain sur 4 mourra d'une maladie cardiaque, et que le diabète est 2 fois plus répandu chez les noirs américains que chez les blancs américains. Puis vous avez en même temps en marge une réflexion sur la grossophobie, c'est-à-dire qu'au moment de promouvoir cette santé, il ne s'agirait pas de promouvoir la minceur qui correspond à certaines personnes, mais pas à tous les types physiques. Ce qui est important dans ces outils de comparaison, c'est de laisser, bien sûr, je précise, mais bon, cette comparaison aux concernés. Déjà, c'est parce que c'est pour aussi travailler sur sa propre colonialité. Qu'est-ce qui caractérise, je trouve, l'Occident? C'est l'arrogance. Donc il serait peut-être intéressant de faire preuve d'humilité, de se retenir, et de se dire peut-être que ce travail-là, d'autres peuvent le faire, sont en capacité de le faire. Et donc là, on revient sur ces termes de souveraineté, d'autodéterminisme, d'autogestion, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller sauver ou alors défendre un tel. Il y a beaucoup de personnes noires véganes, beaucoup de personnes noires concernées par les vies animales qui peuvent s'occuper de ce travail. Du coup, voilà, par rapport à cette comparaison, je ne suis pas du tout personnellement contre ces analogies, mais il serait intéressant de soit, comme le fait très bien Tristan, évoquer la parole d'une personne concernée, soit s'abstenir. Ce que je voulais rajouter, notamment par rapport à ce nutricide, qui est donc l'intégration de cette alimentation extrêmement carnée, extrêmement riche. Malcolm Ferdinand très souvent parle de ces produits qui sont notamment dans les pays d'outre-mer sursucrés. Voilà, le coca que vous allez trouver ici et là-bas, ce n'est pas le même goût. Donc on est vraiment sur une méthode alimentaire intentionnelle. Il faut savoir que pour vous parler un petit peu des racines de l'esclavage, il faut savoir que le manger colonial existe. Régi par le Code noir, notamment aux Antilles, l'alimentation des personnes noires a été évoquée, a été réglementée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Code noir, on peut voir que l'esclavagisé, si les personnes criminelles qui le gardaient captif décidaient de le nourrir, devaient le nourrir de produits de la mer salés ou alors de cochon. Pourquoi? Parce que ça se conserve très très bien. Et notamment, quels produits salés, quel type de poisson? La morue et le cabillaud. Il faut savoir que la morue et le cabillaud, ce sont des poissons d'eau froide, ils ne sont pas en Caraïbes, dans les mers des Caraïbes.
on voit qu'on est dans une forme de dépendance, et puis en plus d'intoxication, parce que tous ces produits mettent énormément de temps à dessaler, on mange énormément salé, et surtout, on permet d'écouler les stocks de l'Hexagone. Donc voilà, tout ça pour vous parler donc de ce nutricide qui est, tout comme cet anéantissement de la spiritualité, des valeurs, des capacités de médecine ancestrale, de la langue, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Tignon qui ordonne aux femmes noires de se couvrir leurs cheveux, donc la perte de l'entretien, du savoir-faire, etc. Tout ça, c'est des outils pour annihiler l'africanité, pour faire perdre justement ce pouvoir de soit se regrouper autour de quelque chose, mais surtout d'absorber le modèle et de disparaître à l'intérieur de lui. Voilà. Merci. Donc très vite, les dernières autrices dont je voulais vous parler, c'est Af et Silko, qui arrive juste après Bruce Harper, et elle aussi motivée par le scandale lié à la campagne de PETA. Mais qui, elles, vont développer une attitude beaucoup plus critique, beaucoup plus incisive vis-à-vis de la comparaison mise en œuvre par PETA. Et à mon avis, la différence en fait, entre elles et Bruce Harper ne vient pas forcément de ce qu'elle ne croirait pas aux mêmes choses au fond, mais d'avoir vu quelle avait été la réception de travaux comme ceux de Bruce Harper et de voir quelle était elles-mêmes la difficulté qu'elles avaient à avancer ces questions-là dans le milieu antispéciste. C'est-à-dire, elles vont remarquer régulièrement que les mêmes personnes dans les milieux antispécistes qui n'ont pas l'air d'avoir de problème avec la comparaison entre les exploitations humaines et animales, au moment où on va arriver avec des questions sur la blanchité, à remettre en question la blanchité de leur propre mouvement, vont avoir des attitudes réactives en évoquant des prétextes comme les personnes racisées ont déjà leurs propres espaces, ici cet espace doit être réservé aux animaux, donc il n'y a pas lieu de parler de questions de race. Et donc ceci qui explique en fait, je pense, la différence en fait, de position vis-à-vis de Bruce Harper, tandis que elle propose ce que tu as proposé également avant, c'est-à-dire d'avoir une critique qui vise directement le schéma global de l'échelle des êtres qui a été promu par l'Occident pendant des centaines d'années, avec un rôle raciste évident, et cette échelle des êtres, effectivement, va jusqu'à l'humain accompli qui est l'être humain blanc, dans cette conception, hein, mais part de l'animal. Par rapport à cette question, je pense que les solutions peuvent être le rapport à l'indigénéité contemporaine, c'est-à-dire revenir sur cette notion qu'on définit sur par exemple notre ancestralité pour les personnes concernées. C'est extrêmement empouvoirant pour plusieurs points. Il faut comprendre que ce rapport avec les animaux a été complètement construit. Le fait que peut-être vous ayez constaté autour de vous que l'empathie vis-à-vis des animaux et des personnes racisées est compliquée, parfois très conflictuelle, tout ça vient de cette blessure coloniale où on a hiérarchisé les êtres, on les a comparés. Très souvent, par exemple, en Guadeloupe ou aux Antilles, on peut entendre que voilà, les animaux étaient mieux nourris que nous. Voilà, il y a vraiment un côté aussi très traumatique, hein, c'est-à-dire les traumas transgénérationnels par rapport aux chiens, notamment. Le fait d'avoir été un peuple qui se faisait chasser, traquer, puis dévorer, parfois vivant, ça ramène une sorte de mise à distance. Et aujourd'hui, les outils qu'on constate, qui sont en place, c'est l'absorption de cette domination dans ces comportements. Notamment, par exemple, à travers le fait, par exemple, aux Antilles, le fait d'attacher juste un chien comme ça,
bien sûr qu'on constate ce même comportement en France, ça n'empêche pas qu'il y ait vraiment la maltraitance animale des chiens, ce n'est pas quelque chose de purement lié aux Antilles, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport de domination, de maître en fait, qui est une autre histoire, c'est encore autre chose. Le fait de s'intéresser à tout ça, ça permet aussi d'être un peu plus lucide et de voir qu'en fait, nous aussi, comme par exemple des personnes blanches qui ont absorbé ce modèle toxique, nous aussi, on l'a intégré. On l'a intégré, bien sûr, dans la douleur. Mais c'est-à-dire que vraiment, c'est aussi de la résilience que de reconnaître que ces comportements ne sont pas censés nous appartenir. Mais ils nous appartiennent, hélas. Du coup, il faut les observer de manière beaucoup plus lucide. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que de rejeter tout de suite ce rapport à l'animal en disant « Ah non, non, moi je ne suis pas un animal, etc. » Ce que je conçois, c'est compliqué. C'est venir guérir cette blessure. Et comment est-ce qu'on vient guérir cette blessure quand on est une personne racisée ? Et bien, c'est pas en répétant qu'on est un animal et qu'on est un mammifère, etc. Et des choses aussi banales, quoi. C'est notamment... comme pas mal de personnes le font, et notamment les Premières Nations, comme par exemple les Potawatomi, qui vont venir questionner leur ancestralité. Très souvent, dans le Far West, les imaginaires qui ont été construits par les colons blancs, ça va être des grands chasseurs, un peu sanguinaires, etc. Ça va être des grands pêcheurs, beaucoup de ce type d'imaginaire. Et il y a beaucoup d'activistes qui vont notamment s'interroger sur la véracité de ces propos. Est-ce que cet imaginaire est réel ? Et s'il l'est, est-ce que donc on doit reproduire ce schéma pour faire honneur à cette ancestralité, etc. Et je pense que ce qui est intéressant, que ce soit pour les afrodescendants, pour les peuples qui ont été aussi colonisés ou qui ont subi un désir de génocide ou un génocide, à voir, c'est de comprendre que cette indigénéité, elle est extrêmement puissante parce qu'elle permet de promouvoir une vision du monde qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça que voir le vivant en tant que propriété, je vous dis par exemple, exemple que j'aime bien dire, c'est par exemple dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment pour ce que je connais, c'est très rare d'avoir des portes fermées à clé. Cette notion de propriété n'est pas la même partout. Et c'est-à-dire que, par exemple, dans la culture américaine, en tout cas des colons, il y a tout un processus de moquerie, de mépris par rapport aux attitudes autochtones, qui seraient, par exemple, on va dire, oui, tu donnes comme un Indien, quoi. C'est notamment parce qu'ils ont été choqués d'avoir été accueillis, d'avoir dit oui, vous pouvez vous installer là, allez-y, posez-vous, puis ensuite attendez, vous restez, vous pouvez, c'est pas à vous là, pourquoi vous êtes en train de construire un fort, quoi, c'est pas à vous. Du coup, pour eux, c'est vraiment un choc des paradigmes, un choc des réalités de la terre et du vivant, de comment ça m'appartient pas. En fait, tu viens de me dire ça m'appartient, mais dans d'autres cultures, cette notion de propriété n'existe même pas. Comme en français, beaucoup de mots n'existent même pas pour exprimer des réalités au vivant, certaines énergies qui aujourd'hui deviennent étudiées et puis prouvées, donc validées. Ça pour vous dire que cette indigénéité, c'est une force pour reconnaître que dans tous les cas que nos ancêtres consommaient des produits animaux ou pas, la manière dont ils percevaient le vivant, et notamment l'autre et l'animal, ça n'a rien à voir. Alors pour ça, si vous voulez, je vais vous partager une petite histoire qui est... Il faut savoir que c'est très... la spiritualité indigène, amérindienne, américaine, Première Nation, elle est très similaire à celle qu'on peut retrouver dans les pays d'Afrique, par rapport à la perception du vivant. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et c'est notamment par rapport à la création du monde et Glooskap, qui est en fait une sorte d'Adam, un peu créateur du monde, entre guillemets, qui justifie un peu la chasse.
Donc là, on est quand même dans un domaine où les animaux sont quand même exploités. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que descendants, voilà. Est-ce qu'on chasse, nous aussi? Ce qui est intéressant, c'est de voir les valeurs qui sont définies. Et notamment, Glooskap est confronté à sa grand-mère qui lui demande de ne pas la nourrir que de plantes, mais de lui apporter de la chair et des animaux. Ainsi, Glooskap va demander à son frère de se sacrifier, son frère humain. Une fois qu'il va accepter, donc là on a cette notion de consentement. Voilà. Donc déjà une notion nouvelle quand même, par rapport à ce que l'on peut faire en Occident, et non pas de propriété. Glooskap va donc le tuer, et ainsi il va se transformer en animal. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a des notions de consentement, et il y a aussi cette notion de si vous êtes amené à devoir tuer un animal, il y a cette notion de nécessité et de survie, qu'on ne peut pas faire autrement. Ainsi, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce végétalisme indigéniste, les personnes vont au contraire se dire que pour respecter le plus, et puis pour sortir aussi de cette colonialité, de cette aliénation, il va falloir plus se rapprocher des valeurs que vraiment des traditions dogmatiques. Oui, allez-y, allez tuer, etc. Comprenez bien que si vous tuez un animal, c'est comme si c'était votre frère. Et ça, par exemple, dans les pays d'Afrique, notamment par exemple le Bénin, l'animal est considéré comme enseignant. Il est considéré également comme le frère, comme la sœur. Bien sûr, tout ça a été perdu, a été passé à tabac avec toute cette colonialité qui fait, toute cette pensée occidentale qui fait croire que de la richesse à la table, c'est de la mort. Tout ça, il faut comprendre que c'est un paradigme. Du coup, pouvoir se rattacher à un autre et surtout enrichir un modèle tel que l'antispécisme avec nos bagages, c'est ouvrir sur d'autres horizons et surtout trouver des solutions qui clairement, voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut s'inspirer et trouver des choses inspirantes d'ailleurs. Et ce sont ces personnes qui ont été oppressées, je pense, qui seront en capacité d'apporter des solutions par leur guérison pour guérir le monde. Du coup, je vais essayer de rebondir un peu sur ce qui a été dit et en même temps présenter et proposer la façon dont j'aborde un peu tout ça. Et peut-être commencer, alors voilà, je sais, le chronomètre pour pas être trop long, mais pourquoi je suis devenu végétarien? Donc je ne parle pas de véganisme, mais voilà. Il y a plusieurs éléments qui m'ont permis de faire ce choix. Des éléments, on va dire, assez classiques. La question du gaz à effet de serre par la production, que ça réchauffe la planète parce que voilà, il y a du méthane qui sort. La question de la pollution des estuaires, ça me touche. La question de la consommation en eau, mais plus largement même en terres agricoles pour la production animale, tout ça, ça me parle. La question de la santé, on sait que par exemple la consommation de viande, ça augmente, voilà, c'est classé comme cancérigène probable notamment, enfin voilà. Donc ces 4 raisons sont des raisons assez classiques. Et il y a une 5e raison qui, une fois que j'ai fait ce lien-là, m'a permis de faire un déclic. C'est un peu ce qui a été dit par Charlotte. C'est le fait que moi donc je suis martiniquais, je reconnais une partie de mes ancêtres comme ayant été des personnes africaines réduites en esclavage. Et ce qui m'a motivé, c'est que je me suis rendu compte que par les modes de consommation carnée, telles qu'elles sont produites aujourd'hui, c'est-à-dire abattoir, production intensive, je reproduisais des rapports esclavagistes à des êtres que je ne peux pas ne pas reconnaître comme des êtres sentients, comme des êtres dotés de la capacité de sentir, de souffrir et pouvoir aussi avoir du plaisir, etc. etc. Voilà, premier élément. Ça, ce sont mes remarques. Deuxième élément, chose auquel je n'ai pas pensé, mais effectivement, dans le mouvement antispéciste, on parle souvent d'abolition. C'est un des termes avec lequel on fait le lien entre voilà, abolition de l'esclavage et abolition des souffrances animales. Mais par contre,
D'une part, l'abolition de l'esclavage, comprenez-le bien, ce n'est pas une justice. Et que ce n'est pas une justice. L'abolition, c'est l'arrêt d'une oppression. Voilà. Et comme Malcolm X disait, si je vous enfonce un couteau de 5 cm dans le dos et puis que j'enlève de 4 cm, est-ce que vous attendez que je vous dise merci? Bon, peut-être pas. Voilà. Mais l'une des raisons pour laquelle, en France et aux États-Unis, à mon sens, cette comparaison, elle est difficile, c'est aussi parce que nous sommes dans des pays qui, donc la France, mais aussi les États-Unis, mais il y a des initiatives qui se font, qui n'ont à ce jour toujours pas rendu justice à ceux qui ont été esclavisés. En France, il n'y a toujours pas eu de justice pour les personnes qui ont été réduites en esclavage. L'abolition n'est pas une justice. L'abolition, c'est tout simplement le fait de dire, bon, vous êtes plus statutairement esclave, d'accord, mais d'abord, on va donner des réparations aux maîtres, hein, donc ce qui fait que l'abolition s'est faite avec une augmentation du capital financier des anciens colons esclavagistes, et en plus on a trouvé par des lois contre le vagabondage et par des processus d'autres traites humaines, on a fait venir à travers l'engagisme des travailleurs d'Inde, de Chine et encore d'Afrique, on les a rachetés encore, on a racheté des esclaves après 1848 pour les amener dans les Antilles, ce qu'on appelle l'engagisme, pour casser tout mouvement ouvrier au sein de tout mouvement de syndicalisme après 48, qui fait que par des moyens, on a ramené les anciens esclaves sur les plantations. Donc voilà, sachez-le. Autre remarque, Tristan a beaucoup parlé, effectivement, parce que ce sont pour l'instant les références que l'on a de ces auteurs, donc Marjorie Spiegel, Bryce Harper et Af Silko, du contexte états-unien. Mais ne tombez pas dans le piège de vous dire, ça je pense, si vous êtes là, vous le savez très bien, que le racisme, non seulement le racisme on le trouve aussi ici, mais que ce que Charlotte a dit, c'est-à-dire la question de la santé des personnes racisées, elle se trouve aussi, par exemple les Outre-mer, où on a un taux de diabète 2 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Je crois que l'Hexagone on a 4%, 4,4%, on est à 8,8% dans les Outre-mer, avec des taux aussi de surpoids, il y a parfois aussi quelque chose de lié à la santé qui est important. Et effectivement, pourtant c'est difficile, et donc ayant grandi en Martinique, jusqu'à mes 18 ans, on a des plats typiques qui sont toujours associés à une forme de souffrance animale. J'en pense au boudin, alors le moment de Noël, alors là, jambon de Noël, ça ne peut pas faire sans. Le tinel en mori, en fait, ce sont des bananes vertes qu'on fait cuire et qu'on mélange avec la morue. Et je me souviens, bon, à l'époque, j'ai pas toujours appris à cuisiner, bon, ça fait un peu tard, mais bon, je le fais maintenant. Donc quand j'ai voulu faire le plat, je me suis rendu compte que, ah ben tiens, la morue, elle venait de Norvège, quoi. Donc, bon, il y a tellement de déconnexion avec le lien, mais bon. Donc ça fait sens, tout ça. Et peut-être une dernière remarque, et je crois que Tristan l'a déjà dit à un moment donné, mais il y a une différence parfois entre comparaison et analogie. L'analogie, c'est un peu ce que fait Spiegel, bon, peut-être que Tristan va reprendre, mais en fait c'est le fait de mettre une égalité entre deux rapports. Donc vous avez par exemple A sur B est égal à C sur D. A sur B est égal à C sur D. Truc mathématique. Mais ça ne veut pas dire que A égale C ou que B égale D. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est une analogie. Et, bon, on pourra répondre à ça dans la question, mais ce que je vais faire là dans le temps qui me reste, c'est vous présenter un peu la manière dont j'aborde la question du spécisme, de rapport aux animaux humains et non humains, à travers un chapitre que j'ai écrit dans ce livre, Écologie décoloniale, où j'essaie de proposer quelque chose de l'ordre d'une critique antispéciste décoloniale, d'une éthique animale décoloniale, ou voire un antiracisme féministe et animaliste. En fait, pour comprendre d'où je parle dans ce chapitre, il faut que je revienne rapidement à ce que j'appelle la double fracture coloniale et environnementale de la modernité. Cette double fracture, grosso modo, c'est l'idée que d'un côté, dans la manière de penser, dans les théories et dans les mouvements,
on va avoir une division. On va avoir d'un côté des personnes qui s'intéressent aux questions environnementales, climatiques et même animales, mais pas toujours, voilà, qui vont aussi intéresser de manière soit très techniciste, ou alors soit même critique avec un contenu de critique sociale et politique, mais qui vont très peu s'intéresser à l'autre côté, qui est l'autre côté, c'est des personnes qui vont se confronter à la fracture coloniale. Donc avec les mouvements comme l'anticolonialisme, les pensées postcoloniales, décoloniales, afroféministes, etc. Et pareil, de ce côté-là, mis à part effectivement certains auteurs comme Dr Harper, on a l'impression que si on s'intéresse à l'antiracisme, en fait, on va peut-être minorer les enjeux liés à la fracture environnementale. Et cette séparation, cette double fracture, finalement, on la retrouve dans plusieurs domaines, dans le militantisme, dans la pensée, à l'université. Mais je pense qu'on la retrouve aussi dans la façon dont on aborde l'antispécisme, dans la façon dont on aborde les questions véganes. Et donc ce chapitre 16 de ce livre, j'essaie s'appelle Alliance interespèces, cause animale et cause nègre. J'essaie de voir les manières dont on peut dépasser cette fracture, dont on peut trouver des alliances et proposer une critique qui soit à la fois une critique antispéciste, à la fois une critique décoloniale. Bon. Et pour point de départ, pour montrer qu'en fait ces deux, le colonialisme, le racisme, le sexisme, mais aussi la cause animale, relèvent d'une même forme de domination, je prends l'exemple de navires négriers et de baleiniers au fin 18e, début 19e siècle. En fait, on va souvent associer le navire négrier uniquement à la question des êtres humains, et puis les baleiniers, vous savez, sont les navires qui vont chasser la baleine, en extraire de l'huile, etc., ou alors des phoques, en extraire des peaux. Et je prends les exemples de certains navires qui, en fait, faisaient les deux. Qui, à un moment donné, allaient, entre guillemets, chasser, entre guillemets, du nègre, et après allaient chasser des baleines. Et pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour montrer qu'en fait, un même dispositif marin, technique, était mis en place depuis le XVIIIe siècle pour pouvoir mener des prédations sur différents. Donc c'est-à-dire qu'il y avait, voilà, et je pars de ce point pour montrer qu'il y a des alliances à mener. Et ce qui m'a posé problème quand j'ai commencé à lire un peu les antispécistes, c'est exactement ce qui a été pointé par Tristan et Charlotte, c'est-à-dire que, en fait, on va faire usage d'un lexique du coup abolitionniste, antiraciste, antispéciste en évoquant l'antiracisme. On va faire usage d'un lexique qui a été quand même bien étayé, consolidé par les luttes antiracistes, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler et conceptualiser ce qu'on veut faire par rapport aux animaux. Mais dans cet emprunt qui est fait, finalement, on porte peu d'intérêt aux conditions contemporaines d'oppression de ces peuples aujourd'hui, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et du coup, je fais cette proposition un peu, de dire peut-être que le mouvement antispéciste pourrait s'intéresser au sort qui est réservé aujourd'hui aux Noirs, aux racisés, aux peuples anciennement colonisés. Non. Que cela serait pour moi quelque chose de cohérent. Mais je fais aussi l'invitation de l'autre sens, à dire que peut-être les mouvements antiracistes, afroféministes, décoloniaux pourraient aussi s'intéresser à ces formes de relations esclavagistes qui sont menées avec les animaux. Voilà, toujours pour aller au-delà de cette double fracture. Et l'une des façons dont j'essaie de le faire, c'est bien sûr, je rappelle les différentes formes d'animalisation dont, en l'occurrence les Noirs, mais pas que, ont été victimes, ils sont encore victimes. Et derrière le mot animalisation, qui est quand même un gros mot, qui peut pouvoir dire plusieurs choses à la fois, je propose 4 types de relations qui relèvent de cette animalisation. Je parle des mises en chasse, de la mise en chasse, de cette pratique de chasser certains êtres humains, et qu'on retrouve à la fois dans l'esclavage, la période esclavagiste, avec notamment la chasse aux nègres marrons,
ces esclaves fugitifs qui s'opposaient à la fois aux plantations inocentes, c'est-à-dire à la plantation, mais aussi à l'esclavage en tant que tel, à la prise au corps. Mais la chasse, on la voit aussi très bien dans ce qui se passe de manière contemporaine, dans le rapport aux policiers, ou même, moi je trouve ça hallucinant dans la façon dont le métro est géré à Paris, parce que je connais Paris, mais contrairement à d'autres pays, où en fait, dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, on choisit d'avoir des policiers à chaque entrée, ce qui fait que c'est difficile de gruger. À Paris, on décide de laisser gruger, et après, de s'adonner à des scènes de chasse en disant voilà, et on court. Mais c'est violent, mais bon voilà, c'est mise en chasse à travers le contrôle au faciès, à travers le contrôle d'identité, dont on sait très bien que c'est la référente garante du droit, j'ai oublié le terme exact, mais qui montre que les personnes, les jeunes noirs et arabes sont 20 fois plus défenseurs des droits, voilà, sont 20 fois plus contrôlés, et que le contrôle de la pièce d'identité, ce n'est pas ça ne découle pas d'un crime, ça découle d'une pratique qui vise à rappeler à ces personnes qu'elles ne sont pas chez elles, ou faire comprendre qu'elles ne sont pas chez elles. Que par exemple sur l'affaire montrée de Adama Traoré, la mort de cette personne résulte d'un contrôle. Il n'y avait pas un crime, il n'y avait pas un délit commis, non, c'était un contrôle. Bon, voilà. Donc cette mise en chasse. Je parle aussi d'une autre relation qui est la mise en trophée. Et je parle de ces relations parce qu'on peut faire du coup l'analogie entre la mise en chasse d'animaux non humains et la mise en chasse, du coup, de certains humains. Je parle pareil de la mise en trophée, où, comme vous voyez, on a fait une belle prise, entre guillemets, sur un concours de pêche de bateau, on va suspendre le requin, on va suspendre le thon, ou alors, comme le fils de Donald Trump, on va aller chasser un lion, et puis on va... voilà. Que cette mise en trophée, on la retrouve aussi dans l'esclavage, on la retrouve aussi dans les nombreux lynchages qu'ont connus les États-Unis jusqu'aux années 90, où il ne s'agissait pas uniquement de démembrer, de tuer, de brûler, de vraiment défigurer le corps noir, il s'agissait aussi de poser et de prendre une photo devant le corps noir démembré. Et qu'en fait, aux États-Unis, il y avait une pratique où on prenait les photos et après on en faisait des cartes postales. Et c'était quelque chose... il y a quelqu'un qui s'appelle Brian Stevenson, dont il a été montré dans un film qui s'appelle Just Mercy, qui a fait un magnifique film qui raconte son histoire, qui a fait un bon travail un rapport sur le lynchage aux États-Unis, au point où maintenant il y a un musée consacré au lynchage aux États-Unis. Bon, on n'y est pas et puis on pense au ratonnade. Troisième relation que je pointe pour dépasser ça, c'est la mise en cage. La mise en cage. Effectivement, on peut penser au box du navire négrier. On peut penser à la mise en place de ces peuples autochtones dans des réserves, c'est-à-dire en fait le fait de limiter, c'est quoi une cage? De limiter la possibilité de ces personnes de se déplacer en les cantonnant dans des ghettos, dans des espaces, dans certaines banlieues, mais aussi la mise en cage littérale, c'est-à-dire en prison. Vous n'êtes pas censé, vous savez peut-être qu'aux États-Unis, un prisonnier au monde sur 4 est aux États-Unis. Sur toute la population de prisonniers sur Terre, 25% est aux États-Unis. Alors que les États-Unis, je crois que c'est 4% de la population mondiale au total. Et qu'en fait, dans ces prisonniers, on retrouve une plus grande proportion d'hommes et de femmes noirs, latinos, autochtones, etc. Enfin, latinos. Et d'où ça vient? L'amendement signé par Lincoln qui consacre l'abolition de l'esclavage en 1865 aux États-Unis dit ceci, ce qu'on appelle le 13e amendement, dit ceci, que vous ne serez plus esclaves, sauf si vous commettez un crime. Et donc du coup, le fait d'injustement dire qu'on a commis un crime, c'est une façon pour destiner des vies entières en prison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle vicieux.
le père ou la mère est en prison, du coup, l'autre parent doit travailler plusieurs boulots, du coup, il y a moins de possibilités de disponibles pour donner de l'amour. On parlait de l'amour hier, de donner de l'amour et de consacrer, de prêter attention, d'accompagner en fait ces enfants. Et du coup, il y a un cercle vicieux, voilà. Et ces mises en cage, on les retrouve aussi en France. En France, dans les prisons aujourd'hui, on retrouve un plus fort taux de personnes noires. Vous avez entendu parler de Michel Zecler, hein? Le mec, il rentre chez lui, il rentre dans son studio de production dans le 16e à Paris, il se fait courser par des flics qui le tabassent. Et quand moi j'ai vu ces images, j'ai pleuré, mais en plus, il n'a pas répondu. Moi, je ne sais pas, si on me tape comme ça, je me défonds. Mais c'est quelqu'un qui était déjà très avisé et qui savait comment faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les policiers, ils rentrent au commissariat et en fait, ils s'inventent une histoire. Ils disent, non, il nous a attaqué, il nous a fait ceci, il nous a fait cela. Et du coup, heureusement, ils ne savaient pas qu'il y avait une caméra dans le lobby de la CAC. Mais combien de Michel Zecler sont en prison aujourd'hui, mis en cage? Et toutes ces relations, mises en chasse, mises en trophée, mises en cage, mises à mort, sont des formes de mise à mort. Et donc pour moi, aujourd'hui, derrière le mot animalisation, ce sont ces formes de relations qui sont à dénoncer pour le traitement de certains humains, mais qui sont aussi à dénoncer pour le traitement des animaux. Et c'est d'une des façons dont j'essaie d'articuler tout ça, avec bien sûr la conséquence, c'est qu'on fait l'expérience de ce qu'on appelle aux États-Unis la pédagogie de la proie. C'est qu'on fait l'expérience d'être une proie dans une jungle de béton. Alors, bien sûr, les femmes ont une expérience de cette prédation beaucoup plus intense par rapport à certains hommes, et particulièrement les femmes racisées, qui sont victimes ou qui sont sujets de cette prédation à la fois de différents groupes blancs ou non blancs. Mais même, on appelle ça aux États-Unis the talk, en fait, où on doit apprendre à comment jouer la proie, par exemple, devant les policiers, ne pas faire trop de gestes, parce que sinon on risque d'être victime. Moi, et je relate dans ce chapitre un exemple où j'ai été contrôlé avec mon frère à Paris, devant le centre Georges Pompidou, avec cette relation de prédation que le policier remet en scène avec moi et mon frère. Et tout ce que... Alors qu'il pouvait faire... Il a fait ce qu'il a voulu faire avec mon corps, et que je devais ne rien faire. Et je voulais ne rien faire parce qu'il y avait mon jeune petit frère qui avait 17 ans, qui était... Voilà. Parce que je sais que si j'avais fait le moindre geste, c'était fini. Et lui aussi. Et que du coup, on apprend cette expérience de la prédation. Et l'une des façons... c'est bientôt fini. L'une des façons où on peut faire cette alliance-là, pour moi, c'est comprendre que le traitement qui est fait des personnes racisées et le traitement qui est fait aux animaux relève d'une même manière d'habiter la Terre. Un habiter la Terre coloniale, un habiter la Terre esclavagiste. C'est-à-dire qu'on noue des relations esclavagistes avec des êtres sentients, humains ou non humains. On reproduit ces rapports de mise en trophée, mise en cage, mise en chasse et mise à mort, et que ce sont ces rapports-là qui me semble on peut trouver, on peut opposer. Et je parle du fait que peut-être au moment, le mot d'animalisation ne sera plus associé à ces rapports-là. Pour l'instant, je crois que de manière concrète et pragmatique, on ne peut pas faire autrement. Et enfin, je montre qu'il y a eu des moments où des alliances interespèces ont été possibles par le passé pour s'opposer à cette façon coloniale d'habiter la Terre, cette façon esclavagiste d'habiter la Terre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, voilà, c'est là. Merci beaucoup à vous trois. Et du coup, on vous propose maintenant un moment d'échange où vous pouvez poser des questions. Alors j'aimerais bien, si vous pouvez, parce que ça fait plusieurs fois hier et aujourd'hui, que lorsqu'on parle d'esclavage, vous parlez de esclaviser et pas esclavagiser. Donc j'aimerais bien que vous précisiez les choix de ce propos-là, si vous voulez bien.
Et je voulais aussi rajouter que ces rapports-là qu'on dénonce sur la colonie, sur les rapports entre les espèces et les rapports à la colonie. Merci. Ça s'ajoute aussi au rapport entre personnes non porteuses de handicap et personnes porteuses d'un handicap aussi. Et je voulais juste rajouter ça. Merci. Moi, j'avais une question, c'était de savoir quelle était si vous aviez des pistes de solutions à proposer là actuellement en vue du contexte, parce qu'on a parlé un petit peu des éléments historiques ou alors de ce qui se faisait aux États-Unis. Donc en France, au regard du contexte actuel et même dans le futur, est-ce que vous avez des propositions par rapport à ces difficultés, ces challenges auxquels on fait face, d'animalisation de certaines populations et de rapports de domination en fait sur différents types d'êtres vivants? Alors sur la question esclavagisé, esclavisé, donc la base est, même si par exemple je ne l'ai pas fait dans le livre, mais bon, la base est de, à travers le langage et le mot même, reconnaître à la fois une capacité d'action de la personne qui est réduite en état d'esclavage, et aussi reconnaître la personne, reconnaître le fait que l'esclave n'est pas une personne qui est naturellement dans cette condition sociale et politique, mais que c'est un processus qui a assigné cette personne à cela. Et donc, j'emploie le terme esclavisé. Alors, on a peut-être un usage différent, mais j'emploie le terme esclavisé pour désigner la personne qui est littéralement en situation d'esclavage. J'emploie le terme d'esclavagisé pour désigner en fait toute personne qui est dans une société esclavagiste. Parce que je pense que même quand nous ne sommes pas nous-mêmes, entre guillemets, comme l'esclave, le fait d'habiter, de consommer, de faire fonctionner une société qui est esclavagiste, nous devenons aussi esclavagisés. Et qui a des formes d'émancipation aussi de cette réduction. Et du coup, après, je passe la parole. Et du coup, pour les solutions... Et le validisme, alors je rejoins totalement la remarque qui est faite. Mais je pense que même au sein de la question du validisme, on retrouve une fracture coloniale. On retrouve par exemple une fracture coloniale en termes de, par exemple, des infrastructures qui sont disponibles pour que des personnes en situation de handicap puissent aussi participer à la vie sociétale. Moi, ça a été extrêmement compliqué en Martinique, en fait, contrairement à ce qui est possible dans certaines villes ici. Je passe le micro pour... Alors moi par rapport à l'emploi du terme esclavagisé, pour moi c'est vraiment une manière de mettre en lumière cette action en fait de captif, mettre en captivité quoi. Je trouve qu'elle, je la ressens plus comme ça. Par rapport au validisme, faut savoir, certainement vous savez déjà, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une organisation qui est dans notre système qui est en place pour créer des imaginaires valides. Quand on regarde un documentaire animalier, le fait il a perdu sa patte, c'est foutu pour lui. Le fait aussi de rester sur des concepts de loi de la jungle, etc. Là-dessus, je vous conseille Voix des Terres qui est extrêmement informée sur le sujet. Et qui font un travail fantastique et antispéciste. Ça pour vous dire qu'en effet, cette création d'imaginaire de personnes, d'êtres fonctionnels à tout prix, ça a une histoire. Je pense aussi que ça a une histoire extrêmement liée à la chasse coloniale. Je vous dis ça parce que c'est un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, j'en profite. Par rapport à cette mise en trophée, il faut savoir que justement pour les soldats coloniaux, notamment sur le continent africain, ils s'entraînaient d'abord sur les animaux à faire des systèmes de pièges, à créer des stratégies militaires sur les animaux, hippopotames, etc. Vous pouvez lire énormément de choses sur Gallieni.
le fameux qu'on ne veut pas déboulonner, voilà. Voilà des stratégies pour centrer sur eux, pour ensuite pouvoir mieux attaquer les peuples, etc. Et puis aussi, il y a tout un rapport à justement, si on arrive à maîtriser cette faune, ben voilà, on est un peu les rois de la jungle. D'ailleurs, je pense à Tarzan qui est le roi de la jungle et qui est blanc, quoi. Voilà. Sur ce, je pense que voilà, par rapport à la chasse, il y a vraiment eu quelque chose, tout un travail par rapport à la captivité, à la blessure, et aussi par rapport au validisme, à la puissance, à la domination. Et voilà, bref, je vous conseille Voix des Terres qui fait un travail merveilleux dessus. Ça peut paraître un petit peu antispéciste, c'est-à-dire pas très dans le pas très terre à terre, très dans la pensée. Pour moi, c'est extrêmement important de travailler justement ce que je vous disais, c'est ces manières de percevoir le monde. Changer les cœurs, changer vraiment ces représentations un peu du bien et du mal, et travailler un peu en profondeur vraiment pour que ce soit pas que ce soit pas seulement des ajustements, voilà, vraiment ça, et créer des changements profonds. Et pour ça, je pense qu'on peut créer des changements profonds en parlant de l'histoire, en remettant en question nos comportements, en comprenant que ces comportements, voilà, ont des empreintes coloniales fortes, voilà, qu'elles sont gangrénées. Et donc pour cela, il va falloir changer nos imaginaires, et en faisant appel à d'autres imaginaires, puisqu'on voit très bien que le nôtre, quand je dis le nôtre, c'est bien sûr l'Occident, est extrêmement toxique, cruel, etc. Après, bien sûr, vous pouvez passer vegan, j'espère, donc je vous conseille, voilà, vous pouvez passer vegan, je pense que ce serait important. On sait que l'action individuelle ne fait pas tout, mais comme je vous dis, c'est une question de changement des cœurs, et puis également de pouvoir de la honte. J'aime beaucoup le pouvoir de la honte. Très souvent, on va dire que c'est pas très bien, voilà, de shamer, et puis voilà, mais il y a aussi des choses, il y a aussi des niveaux de shame, hein. C'est important, je pense, voilà, de travailler sur la honte. C'est aussi le levier qui va permettre de rendre inacceptables certaines pratiques, hein. Et je pense que justement de ne plus considérer ça acceptable, ou de ne plus proposer ça comme un choix possible, d'oppresser, d'avoir de la violence dans l'assiette, que ce soit dans des réunions antiracistes ou alors des propos racistes dans des milieux antispécistes. Voilà, ce côté un peu, je pense, voilà, travailler en profondeur sur ces questions, et sans rien laisser passer. C'est pas une question de call out tout le monde, c'est une question de un peu se faire un peu un petit juge, quoi, un petit juge qui est flexible, bien sûr, mais je suis pas là pour faire des leçons de morale, mais voilà, pour essayer en tout cas de créer une nouvelle morale qui servira tout le monde, y compris les animaux. Alors, je rebondis, je n'ai pas parlé, mais on pourrait se dire, ah ouais, mais cette misanthropée humaine et une misanthropée animaux non humains, c'est abusé. Enfin, c'est un peu une comparaison. Mais en fait, je parle de l'exemple de ce vrai guerrier nord-africain, membre des Khoïsans, qui a été empaillé. Qui a été empaillé par un taxidermiste français qui s'appelle Jules Véraud en 1830. Il a été exposé à Paris, 3 rue Saint-Fiacre, en 1831. Puis il a été exposé à l'Exposition universelle de Barcelone en 1888, puis au musée d'histoire de Bagnoles en Catalogne de 1916 jusqu'en 1997. Donc en 1997, vous pouviez aller à Bagnoles et voir en fait un noir empaillé. Et que même à cette époque, vous vous souvenez, en 92, il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone, Magic Johnson et d'autres, et Kofi Annan aussi, il me semble, avait dit, bon bah en fait, non, on peut pas faire des Jeux Olympiques alors qu'il y a un noir empaillé, en fait, ils ont, d'accord, on va le cacher pendant les Jeux Olympiques et puis après on va le remettre. Donc bon, je crois que, enfin voilà, c'était juste un petit passage là-dessus. Sur les solutions, moi je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites à partir de notre assiette. Je pense que ça passe par
une politisation de l'alimentation, une politisation de nos rapports collectifs à l'alimentation. Donc une forme d'éducation, sensibilisation, mais pas de manière naïve, mais vraiment de manière... et je pense que même par exemple dans des quartiers ou dans des espaces, dans des maisons associatives, ou moi je pense dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, il y a des exercices que beaucoup de profs peuvent faire en disant, bon voilà, menons une discussion ouverte sur ce qu'il y a dans nos assiettes, comment ça vient, comment c'est fait, quelles sont les conséquences. Et déjà, parce qu'aujourd'hui on est tellement déconnecté de ce qu'il y a dans nos assiettes qu'on ne se pose même pas la question. La viande qu'on achète, c'est pas un animal. En fait, c'est différent, enfin, dans l'imaginaire. Mais du coup, rendre visible par ce travail, moi je pense qu'il y a des moyens de reconnecter avec la Terre et avec toutes celles et ceux humains qui peuplent la Terre, quoi. Je vais rajouter quelque chose. J'avais écrit, je vous le lis parce que voilà, je préfère ce mot. Puisque les peuples autochtones sont la cible de génocide, les pratiques que nous adoptons sont d'une importance vitale. Ces pratiques quotidiennes, individuelles, pour nous peut-être dans un espace privilégié, c'est pas grand-chose. Mais quand on est par exemple menacé par ces pesticides, intoxiqués au chlordécone, consommés ou non, sachant que l'une des plus grandes causes de cancer de la prostate, c'est la consommation carnée, informer ces populations et puis surtout que ces populations se conscientisent d'elles-mêmes par les leurs et changent leur alimentation, c'est d'un pouvoir incroyable, car c'est aussi de l'autogestion, c'est aussi de l'auto-guérison, c'est aussi vraiment prendre en main sa santé, son corps, avec un corps qui a été tant bafoué dans l'histoire. C'est hyper important. Donc voilà, des pratiques, bien sûr, comme ça, les pratiques individuelles, je comprends bien que ça peut paraître anodin, mais comprenez bien que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout part de ça. C'est-à-dire qu'on va constater que ça fonctionne chez les autres, c'est la spécialité de l'Occident. Ah, ça fonctionne bien chez eux. Après, alors au début c'est ridicule, et puis ensuite, ah mais en fait c'est intéressant ça. Voilà, après avoir défoncé bien sûr. Comme ça les gens n'ont plus de savoir, n'ont plus de pouvoir, eux-mêmes sont un peu dégoûtés de leur savoir, donc là on y retourne. Donc là c'est vraiment se reconnecter à ce qui nous sert. Hein. Ce qui nous sert, ce qui nous sert pas, c'est tout ce qui est la violence. Voilà, vraiment, c'est toujours se conscientiser. Est-ce que ça me sert ? Ok, là, je rentre au pays, je vais consommer du poisson. Est-ce que ça me sert ? Les sargasses, l'état des coraux, est-ce que ça me sert ? Parce que comme vous l'avez dit, il y a toute cette histoire de chaîne des êtres. Il y a toute cette histoire de chaîne des êtres dans l'idéologie occidentale qui va des animaux inférieurs aux animaux supérieurs, aux humains, et puis évidemment il y a plein de gradations chez les humains. Et on peut analyser l'humanisme comme étant en fait un suprémacisme humain qui est simplement le haut de la chaîne des êtres et un système global qui, en faisant une sorte d'opposition entre des êtres de liberté qui sont grosso modo les hommes blancs et des êtres de nature qui vont des animaux aux femmes, aux noirs, aux enfants, etc., organise tout un système de discrimination, d'exploitation, de domination. Et les sœurs Co, il me semble me rappeler, disent explicitement, quand on se bat contre le racisme, est-ce qu'on doit se battre en réaffirmant notre humanité ? Ou est-ce qu'on doit se battre en disant nous sommes grosso modo des êtres sentients qui voulons vivre en tant qu'êtres sentients, solidairement avec les autres êtres sentients. Et il me semble que c'est vraiment un point super important qui est abordé par le black véganisme. Et du coup, ça m'intéresse de savoir vos réflexions sur cette question. Moi, comme je vous ai dit, je pense que j'ai répondu par rapport notamment au fait de percevoir l'animal comme son frère. C'est-à-dire peut-être même au dehors de l'animal, de percevoir comme mon humain. Ça peut être aussi ça, le fait de sortir aussi de cette humanité ou de cette humanité, mais comme individu, comme personne.
le fait de s'intéresser à sa personnalité, à qui il est, à son individualité. Très souvent, j'aime bien dire que les animaux font des choses aussi intéressantes que nous. Voilà. Donc, est-ce que pour autant le droit de vie et de mort s'applique ? Pour moi, c'est vraiment cet aspect, justement, dans certaines cultures où qu'on peut développer nous, de changer notre regard par rapport à cet animal et de le percevoir comme son frère, comme sa sœur. Comme ça, donc j'ai pas lu ce texte donc auquel tu fais référence, et je trouve que c'est un bel horizon en fait, cette critique du racisme. Je trouve que c'est vraiment un bel horizon. Et en même temps, de manière pratico-pragmatique, je trouve ça extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que nous faisons face aussi aujourd'hui à des formes de déshumanisation qui perdurent. Et donc il y a un enjeu, il y a un symbole politique aussi. Et voilà, il est fort à reconnaître l'humanité en ceux qui sont déshumanisés de manière contemporaine. Mais au final, je crois que c'est un horizon qui, voilà, faut pas perdre en compte que ça donne un champ de possible. Mais moi, je pense qu'il y a aussi, alors j'emploie un gros mot philosophique, mais une forme d'impérialisme ontologique que reprend Lévinas en disant qu'en fait, avant de savoir comment se comporter avec un être, finalement, on va d'abord chercher à déterminer, mais c'est quoi cet être ? Et de la réponse qu'on donne à c'est quoi cet être, on découle la bonne pratique à adopter. Et du coup, un exemple, c'est, on demande par exemple à un ami à moi ou à la famille antillaise, on disait, bon alors, mais pourquoi tu manges des animaux ? Pourquoi tu traites ton chien ou pourquoi toutes les poules sont en cage ? Et on peut répondre, parce que ce sont des poules, parce que ce sont des trucs. Et alors là, on dit, mais pourquoi on traitait tes ancêtres en tant qu'esclaves ? On disait, parce que ce sont des moins qu'humains, parce que ce sont... Et donc on reproduit en fait un même usage de cette question, c'est quoi, donc on fait quoi ? Et que peut-être on devrait faire intervenir d'abord une relation éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est digne de traiter des personnes et des êtres de la sorte avant de chercher à légitimer ce traitement par une quelconque nature qu'on leur aurait conférée. Parce qu'on pourrait tomber dans le risque de banaliser, comme vous avez dit, en fait, ces formes de déshumanisation, etc. Et je comprends, et quand j'en ai parlé, par exemple, de mon choix de devenir végétarien à mes amis, j'ai reçu plein de remarques aussi dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut parfois vraiment aller encore plus finement dans les choses. Et que là, il s'agit de trouver des biais, en tout cas à mon sens, de trouver des manières de rendre visible la question, de sensibiliser. Il ne s'agit pas d'imposer un véganisme à tout le monde. Enfin, on est loin de ça aujourd'hui, je crois, on n'y est pas encore. Et précisément, entre l'idéal, est-ce que c'est un idéal d'ailleurs, mais en tout cas, entre une alimentation végétarienne, végane, et l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs océans. Et que du coup, le propos, en tout cas, tel que s'il s'agit de faire bouger un peu le curseur, moi je pense que on en est là, quoi, en fait, on en est là. Et puis, si la cause animale n'est pas, ou en tout cas, n'est pas ce qui va amener certaines personnes précisément parce qu'ils ont peur, enfin en tout cas ça ne passe pas la comparaison, revenir à la question de l'habité esclavagiste, de l'habité colonial, et de faire comprendre par exemple un autre moyen que finalement le traitement que l'on impose à certains animaux non humains, finalement nous fait du mal. Donc même pour des raisons anthropocentrées, etc. Je prends un exemple. Donc voilà, je travaille sur les pesticides en Martinique et en Guadeloupe.
des insectes. Et là aujourd'hui on décrit, ah oui, le chlordécone, ça crée le cancer à prostate, ça fait tout un ensemble de problèmes en termes de santé reproductive chez les femmes, etc. Oui. Mais on a oublié qu'en fait, ce pesticide, c'était d'abord pour tuer un insecte. Et cet insecte, on s'en fout. On s'en fout. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre l'insecte au même niveau que l'être humain, etc. Mais de prendre acte du fait qu'il y a quelque chose de commun que l'on partage, et que parce qu'on partage ces choses en commun, on a une nécessité d'y apporter une considération et d'y répondre de manière éthique. Et après, voilà, sur la colonisation. Je vais répondre sur ça. Merci en tout cas pour ta remarque. C'est pour ça que je pense que c'est aussi intéressant d'explorer ce sentiment, ce qu'on ressent quand on entend Holocauste, l'esclavage des animaux. Qu'est-ce que ça nous fait ? Comme je l'ai dit précédemment, pour moi c'est une question de guérison aussi. Dans le sens, quand on est très à vif, parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on subit encore des attaques raciales, discriminantes de toutes sortes, on peut être très à vif sur le sujet et c'est compréhensible. C'est pour ça que je pense que c'est très important que les personnes concernées le traitent. C'est pas pour autant que toutes les autres personnes concernées sont en capacité de l'accepter, mais en tout cas un peu plus. Ce qui m'interroge sur justement cet emploi du mot holocauste, c'est que pour moi aussi, quand je suis passée végane, c'était quelque chose qui me brûlait les oreilles littéralement. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je suis passée végane, je n'étais pas antispéciste. Et je pense que dans ma pratique du véganisme, et puis dans tout ce que j'ai pu y découvrir, le monde qui s'ouvrait à moi, qui était vraiment très différent tout à coup, de considération, comme tu l'as dit, Malcolm, que ces êtres vivants n'étaient plus des poules, mais des personnes, des individus. Personnellement, quand j'entendais 3 millions d'animaux terrestres tués chaque jour, seulement en France, ça m'apparaissait aussi violent, extrêmement violent, même parfois, je vous avoue, insoutenable. Je pense que c'est absolument normal de sentir qu'on banalise tout ça, puisque les personnes souvent qui emploient ces mots-là, en fait, n'ont rien à faire. Par exemple, des personnes, ils vont pas forcément se poser des questions sur la question raciale, ils vont pas se positionner dessus. Donc du coup, ils emploient ça à tout bout de champ, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais je pense que quand des personnes conscientes emploient ces mots-là, parce qu'ils le sentent aussi parfois dans leur chair, je trouve que je ne sais pas si c'est une vérité, mais en tout cas, ça fait sens. Donc je pense que c'est vrai que c'est important de s'interroger sur cette sensation. Parfois, est-ce que c'est aussi notre spécisme ? Parce qu'il faut savoir qu'en tant que personne racisée, en tant que personne qui subit le système, on n'est pas comme je vous ai dit, par rapport aux chiens, au rapport aux animaux, notamment aux Antilles, on a complètement intégré ce spécisme. Parce que voilà, on a été tellement comparé, traité moins que rien, que se dire, attends, moins que rien comme lui ? Moi je suis comme lui ? Non, je suis pas comme lui. La question est surtout plutôt de se demander, quoi, lui, il subit comme moi ? Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Moi aussi, juste quelques mots sur la question du rapprochement avec l'Holocauste. Il me semble qu'on a énormément insisté ici sur la question de savoir qui parle. Et cette question-là va avoir la même importance dans le cas que vous évoquez. Il y a un auteur rescapé des camps qui s'appelle Isaac Bashevis Singer qui a écrit des pages absolument magnifiques sur qui travaille ce parallèle avec, par exemple, les souris, dans la mesure où il y a eu... ça a été une comparaison dans le vocabulaire nazi récurrente entre les juifs et les souris ou les rats, et où Isaac Bashevis Singer, par exemple, va mettre en place une situation de tendresse
entre un juif et une souris qu'il a récupérée. Et puis, par ailleurs, je me rappelle avoir lu dans un livre de Jérôme Segal, qui lui est maître de conférence à Paris, qui est un sociologue qui a travaillé sur les débuts de l'antispécisme. Et alors, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais lui dit que les personnes juives, dans la deuxième moitié du XXe siècle, au début du mouvement antispéciste, étaient clairement surreprésentées dans le mouvement antispéciste, dans les débuts du mouvement antispéciste. Ça, c'est un fait, à mon avis, qui mérite interprétation. Mélissa, par rapport à tes questions sur l'association, alors je ne trouvais pas problématique, mais en tout cas, moi, je ne trouve pas problématique parce que franchement, je suis très admirative de leur travail. C'est plus que ça m'a évoqué autre chose en tant que personne racisée et par mon expérience dans la société, ça m'a évoqué autre chose. Donc, j'ai participé à des actions animales voiceless. Donc, les animaux qui n'ont pas de voix, quoi. Et ça m'a un peu choquée sur le coup, parce que je me disais, mais comment ça, ils n'ont pas de voix, ils ont complètement une voix, ils s'expriment. En fait, on est capable de voir quand un être vivant a peur, il crie. Pour les poissons, même, voilà, on peut s'attarder sur cette expression d'étouffement et cette manière de se débattre. Ce côté, ils n'ont plus de voix, ça me posait un peu souci. Notamment parce que ça me fait penser beaucoup à l'histoire de Adama Traoré. Donc là encore, analogie, pardon. Où notamment Adama Traoré s'est exprimé plusieurs fois pour exprimer qu'il ne pouvait plus respirer. Et pourtant, on ne l'entend pas. On ne reçoit pas sa parole. Donc pour moi, ça a fait un lien à dire qu'en fait, les personnes n'ont pas de voix. Alors, plusieurs liens. Une sorte, je ne dis pas que cette association a ça, mais en tout cas, j'ai pu y lire peut-être une sorte de white saviorisme. Je vais parler à la place d'eux. Je vais être la voix d'eux. Et justement, pas du tout ce côté, comme Malcolm le proposait, d'interespèce, de solidarité interespèce. Vraiment, ce côté un peu être à la place parce que voilà, ils sont bâillonnés. Sur mon compte Instagram, j'aime bien montrer aussi des vidéos où ils s'échappent, où ils se débattent, où ils cognent aussi, pour montrer aussi la résilience animale, qui ne sont pas juste totalement démunis et sans aucune résilience. À travers l'esclavage, il y a tout un imaginaire qui a été créé, notamment par exemple sur les cales. Tapez esclaves cales, bateau négrier, et vous allez voir qu'ils sont tous assis sagement, rangés d'ailleurs, en train d'attendre les instructions, quoi. On fait quoi là? On va... voilà. Faut savoir que sont très très rares les représentations de rébellion ou même de personnes qui refusent de se faire attacher, ou voilà quoi. Il y a tout un système un peu comme ça de soumission qui m'a été évoqué. Si Animal Voiceless fait un très bon travail, vraiment, je tiens à le dire, sur justement ce côté très présent dans le milieu antispéciste, même si ça tend à évoluer, je pense, avec toutes ces réflexions qui nous enrichissent, sur ce côté, voilà, on va s'occuper d'eux, on va les sauver, et ça, je pense que c'est aussi très lié aussi à tout ce qui va être lutte écologiste, où on va sauver la planète, où on va aller s'occuper des animaux, on va les mettre dans des réserves, il faut préserver, etc. Ils ne savent pas se débattre, et nous on va s'occuper d'eux, quoi. Donc voilà, par rapport à cette question, je trouvais que c'était le fait aussi de percevoir l'animal sans voix, ça me paraît aussi très occidental. En vérité, voilà, comme je vous parlais des cultures, des sociétés potawatomi, il faut savoir que dans la langue, la manière même de s'exprimer, la langue c'est hyper important parce que ça crée un monde. Et dans leur langue, ça a été énormément méprisé et puis instrumentalisé en mode pancarantas, etc. Mais le terme rivière, c'est un nom, mais c'est aussi un verbe. On peut être cric, on peut être
la personnification des éléments, mais aussi des êtres vivants, ça change tout un modèle, ça change toute une vision. Et du coup, la rivière est capable, on est capable de la comprendre, on est capable de comprendre. Du coup, la voix, ils sont sans voix, c'est juste que qu'est-ce qu'on privilégie? Un seul langage. Un seul langage, même un être humain, entre guillemets, voilà, une personne noire, qui parle ce langage, pas capable d'être écouté non plus. Donc, voilà, c'est pour ça que... Voilà. Je vais juste rebondir sur la question que vous avez posée. Mais bon, d'ailleurs, ce que tu as dit sur la rivière qui peut être un verbe, ou sur la crique qui peut être un verbe, moi ça me fait penser au criquet et craquer, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, un chant un appel à la cour qu'on fait aux Antilles, on dit écrit, vous dites écra, cri, cra, voilà. Rien à voir. Mais donc vous avez posé une question très importante, c'est-à-dire en fait à quel moment l'usage du terme, si j'ai bien compris, colonisation ou colonie est valide. Effectivement, bon, hier avec Fabien, désolé, je te mets un peu sur le... Mais on faisait la marche climat et effectivement, je me souviens, j'ai vu une banderole de réflexe colonisateur des hommes cis au feu. Et en fait, on utilise parfois le mot colonisation pour parler par exemple d'un femme ou d'autres rapports, et dans quel moment... Et c'est une question délicate à laquelle je ne vais pas donner de réponse complète, mais juste rappeler que, il y a eu différentes formes de colonisation dans l'histoire de l'humanité, comme il y a eu différentes formes d'esclavage. Et que la colonisation auquel je fais référence quand je parle d'une écologie décoloniale, et du coup la colonialité qui s'en est suivie, c'est-à-dire le fait qu'on ait maintenu des rapports, des relations qui ont perduré au-delà de la colonisation juridico-politique, fait référence à une colonisation bien particulière, qui est la colonisation moderne, qui se déroule dans les Amériques avec cette armada européenne, et qui va associer l'action de contrôler, de voler les terres, de violer les femmes des Amériques, avec cette idéologie de la découverte. Et d'ailleurs, un des groupes sud-américains qui a lancé cette pensée décoloniale s'est structuré autour de 1992. Pourquoi 1992? C'est aussi le moment où on avait des célébrations de la découverte des Amériques partout dans le monde. Avec regardez ce que Christophe Colomb a fait, etc. etc., etc. Et donc là, il y a un sens bien particulier. Et pareil, quand on parle d'esclavage, même si aujourd'hui on dit esclavage en général, on parle bien d'un certain type d'esclavage lié à la traite négrière transatlantique, etc. Donc je crois que, après, on va pas... Je pense que ça serait difficile de dire, n'utilisez plus jamais le terme colonie parce que c'est celui-là, ou plus jamais le terme esclavage parce que c'est celui-là. Mais juste, peut-être à chaque fois savoir ce qu'on met derrière les mots et de préciser pour ne pas... voilà. Après, sur un rapport homme-femme ou autre, ça a discuté et ça serait le temps de plus qu'une soirée, quoi. Ce projet porté par le réseau salariat à la base, d'offrir une sécurité sociale alimentaire à tous les Français et Françaises, en gros 150 € de produits conventionnés, pour à la fois sécuriser les producteurs et qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail, avec une qualité de produit, et finalement pas laisser le marché et le consommateur être dans l'action, ce qui est hyper injuste, puisqu'il faut du pouvoir d'achat. Et donc donc cette sécurité sociale alimentaire me paraît intéressante. Simplement, dans les collectifs qui portent cette sécurité sociale alimentaire, il y a la paysannerie, il y a la Confédération paysanne. Et du coup, je me demande dans les pistes de solutions, dans quelle mesure les militantes décoloniaux, antispécistes, animalistes, il y a une nécessité de rejoindre ce collectif pour que cette paysannerie ne soit pas un allant de soi et qu'on ne conventionne pas uniquement des produits de qualité animaux. Et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus sur cette stratégie-là. Et deuxième petite question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la viande cellulaire qui monte de plus en plus comme une réponse aux enjeux environnementaux notamment, et puis aussi au bien-être animal. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution ? Alors, je voulais juste... Je n'ai pas énormément de réponses pour ta première question, mais je voulais quand même préciser quelque chose, que par rapport à la sécurité alimentaire et la
production, enfin la place des personnes racisées qui produisent quelque chose, qui sont paysans, qui peuvent, chez qui par exemple nous les personnes racisées on pourrait, parce que je vais reprendre du début, désolé, cette question par exemple de consommer local, de soutenir voilà les agriculteurs, voilà les éleveurs, bon voilà. C'est une question qui est notamment locale, donc ne pas consommer nos produits, pas de piment végétarien, pas de trucs, etc., pour limiter, parce que c'est pas écologique, etc. Ah bah bien sûr, on va le risquer absolument dans ces moments-là. Donc il faut savoir que ces terres agricoles sont possédées par des personnes blanches. Du coup, comme dans tous ces sujets, je pense que c'est assez excluant pour nous, je pense, de participer à ça, et que ce serait intéressant de participer si on avait une place. Là, le fait de se dire, ah oui, il faut les soutenir, quand on n'a pas d'indépendance alimentaire, même chez nous, et qu'on est chez nous, bien sûr, même les Français qui vivent en hexagone, peuvent avoir envie de jouir d'une indépendance, de soutenir leur communauté à travers leur alimentation. Toute notre alimentation est blanche. Tout le temps. Du coup, pour moi, cette question, elle est assez difficile. J'aimerais dire dans un monde idéal, et j'aimerais, et d'ailleurs, je pense que ce serait possible de soutenir cette initiative. Mais pour moi, elle me paraît un peu... vous voyez, c'est comme dans l'antispécisme, quoi. Ne parlez pas de nous, venez pas nous chercher. Enfin, en tout cas, je sais que ça va être ça, cette réaction. Même si je trouve que ça a du sens, quoi. Et en fait, on peut trouver, par exemple, une alternative à la viande. Ok, et en termes peut-être de souffrance animale, ça c'est intéressant. Mais je ne sais pas si ça en tant que tel uniquement va changer le rapport aux animaux, premièrement. Et je ne sais pas si ça va changer, parce que le rapport destructeur qu'on a face aux écosystèmes. Et que s'il s'agit de continuer la passion dont ces produits, de continuer à déforester, de continuer à faire venir des choses du Brésil ou d'autres, et de reproduire cet habitat colonial pour créer une viande cellulaire, alors là on a un problème parce qu'on continue à causer de la souffrance à des communautés humaines ailleurs. Donc dès qu'on ne perd pas de vue ça peut être intéressant. Oui, je ne suis pas capable d'opiner sur le projet de la sécurité sociale alimentaire, mais cette revendication-là, elle me fait penser à une autre revendication dont aurait pu nous parler la quatrième intervenante, mais qui n'est pas venue ici, qui est la revendication des menus végétariens à la cantine. C'est une revendication qui a été portée notamment par le Front des maires à Bagnolet, sur la base d'arguments écologistes, sur la base d'arguments animalistes également, mais aussi sur la base d'arguments antiracistes en disant, à raison à mon avis, que les menus végétariens sont directement les menus les plus inclusifs. Et ce qui est surprenant dans cette campagne qu'elles ont menée, c'est que la réaction a été... enfin, je ne dis pas que tout le monde a réagi comme ça, mais il y a eu parmi les réactions quelque chose qui est revenu de manière très dérangeante, qui était le fait de considérer leur campagne comme un cheval de Troie ou bien un sous-marin pour la viande halal à la cantine. C'était une campagne pour les menus végétariens. Donc c'est quoi la lutte? Enfin voilà. Concernant la viande cellulaire, je rejoins assez Malcolm sur... Et moi j'ai l'impression que là-dessus, il y a un critère qui est assez simple. Est-ce que les gens, n'importe où, sont capables de s'approprier la technique, de s'approprier cette technique pour le faire eux-mêmes? Et, à mon avis, c'est une question qui a aussi une dimension décoloniale. C'est-à-dire, est-ce que les gens dans les Suds sont capables de s'approprier la technique pour le faire eux-mêmes? Voilà, ça se pose pour cette innovation-là comme n'importe quelle autre innovation technologique, à mon avis. Moi aussi, j'ai une question qui me titille.
Il y a une critique qui est adressée par beaucoup de militants et que j'adresse également. C'est le fait que dans l'antispécisme, il y a un côté, c'est très intellectuel. On parle des fois d'un militantisme qui serait un militantisme du discours, qui serait hors sol, parce que il y a des millions d'animaux sentients qui sont tués chaque jour et on débat beaucoup. Et du coup, je voulais vous demander déjà qu'est-ce que vous aviez à dire par rapport à ça, et aussi si vous aviez des pistes en fait pour s'organiser collectivement. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à réagir sur la viande cellulaire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a parfois un peu un débat intérieur entre l'action rapide. Quand on est confronté, quand bien sûr on est dans ce débat hors sol, et même par exemple là je parle de moi-même, moi par exemple je vais rarement, notamment parce que je n'ai pas de voiture, dans les sanctuaires, je suis assez déconnectée des animaux, j'en parle beaucoup, j'en côtoie pas des masses. Il y a un côté, quand on est dans cette urgence, et quand on est confronté à cette urgence et à cette souffrance, même si je ne me considère pas du tout comme welfariste, la solution un peu d'amélioration, si ça peut éviter de la souffrance, c'est la meilleure. Et bien sûr, j'ai aussi un peu à l'intérieur de moi, oui, mais c'est encore un ressort pour continuer à trouver que c'est acceptable d'utiliser le corps des autres pour se nourrir, voilà, etc. Moi, ce que je pose notamment en tant qu'antillaise, c'est la confiance sanitaire dans ces processus nouveaux. C'est intéressant de voir un peu à quel point les gens ont confiance en ça, dans leur santé, dans ce qui va se passer, dans ce nouveau, dans peut-être un nouveau moyen de faire de l'argent. Pour moi, est-ce que je conseillerais aux miens de consommer ce produit? Je préfère leur dire de manger leurs lentilles, quoi. Parce que si c'est pour repasser sur un truc toxique dans je sais pas combien de temps, alors qu'on est déjà dans un état de survie et qu'on se débat déjà avec ça, pour moi, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est une question de confiance, et on l'a vu avec les événements, la confiance, les Antillais n'ont pas confiance. Voilà. Juste, on n'a plus beaucoup de temps, du coup, faudrait... Je conclue, enfin, pas je conclue, mais je vais vite, plutôt. En gros, le mouvement écolo en France et le mouvement antispéciste, il y a un problème. C'est un mouvement qui est pas, du peu que je connais, je ne prétends pas connaître tous, un mouvement assez blanc, assez peu inclusif, enfin en tout cas bon gré mal gré, voilà. Et ça veut dire quoi en termes de solutions concrètes? Ça veut dire qu'on ne peut pas juste se contenter de dire bon voilà, on va agir pour l'environnement, il faut aussi avoir une action, ou pour la cause animale, il faut aussi avoir une action qui vise à faire face à cette question d'inclusion, de diversité, voilà, de pluralité. Et par exemple, ça veut dire qu'il y a un véritable travail de la rencontre à mettre en place. Un travail de la rencontre comme c'est fait ce soir, par exemple. Mais aussi d'autres, c'est-à-dire de vraiment essayer de, non pas uniquement se dire, bon, voilà, on va agir pour la cause animale, mais comment on peut agir avec d'autres, et comment on peut travailler dans ce sens-là, avec d'autres organisations, avec dans d'autres espaces, d'une manière qui soit considérée, enfin qui porte une considération pour les différentes sensibilités, pour les différents combats, mais d'une manière où on peut déjà retrouver réapprendre à être en présence des autres, réapprendre à partager même ça, réapprendre à partager une rue, à partager l'espace. Je crois que ça, c'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que souvent on dit ah bah ouais mais c'était ouvert à tout le monde, c'est pas venu. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On ne peut pas s'attendre à ce que des institutions, des organisations, des associations qui ont historiquement exclu, ou voilà, mais voilà, soudainement parce qu'on a ouvert les portes, les gens viennent. Et ce travail de la rencontre, à mon avis, c'est une des pistes voilà, que je propose. Du coup, merci beaucoup à vous trois.